Du paperboard au e-learning 4.0, quels outils pour une formation efficace? Quel est votre besoin et quelles solutions mettre en place? Les outils du formateur. Moi, depuis 89 que je suis dans la formation, qu'est-ce que j'ai vu arriver? J'ai toujours eu le paperboard. Je n'ai pas connu le tableau en ardoise avec la craie. Je l'ai connu en tant qu'apprenant, pas en tant que formateur. Le rétroprojecteur, puis j'ai vu arriver l'EAO. Vous vous souvenez de l'EAO? Vous savez ce que c'était l'EAO? L'enseignement assisté par ordinateur. Le premier e-learning. En général, c'était un ordinateur de marque Goupil, rouge, qui était dans un coin, avec une caisse dans laquelle il y avait des disquettes. Donc, pendant quelques temps, ça servait, et puis au bout d'un moment, ça servait aussi d'endroit de stockage pour les vieux cartons, puisque personne ne s'en servait. C'était quand même ça, les débuts du e-learning. Qu'est-ce qu'on a vu arriver après? Le vidéoprojecteur. Ah, le e-learning, dès le début des années, fin des années 90-2000. Les classes inversées. Puis le blended learning. Mais le blended learning, c'est quoi finalement? Le blended learning, ça n'est que le mélange d'un certain nombre de méthodes pédagogiques. Okay? Parce que parfois, puisqu'on va parler des outils, moi j'ai encore vu des articles il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, le blended learning va-t-il tuer le e-learning? Qui a écrit ça? Est-ce qu'il a compris ce qui était en train de se passer? D'accord? Le blended learning, ça peut être un assemblage de tout. Un peu de e-learning, des tests, je dois en avoir quelque part, un MOOC, du serious game, etc. C'est du mélange. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Ah, on a vu apparaître le conflit entre est-ce qu'on peut l'exploiter sur des PC et est-ce qu'on peut l'exploiter sur des tablettes. On a vu apparaître les smartphones. On a vu arriver, avec la loi, l'entretien annuel. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait en présentiel? Est-ce qu'on le fait en distanciel? Est-ce qu'on le fait en e-learning? Est-ce qu'on le fait en serious game? Etc., etc. Et puis, le big data et le e-learning 4.0. C'est quoi le 4.0? Tiens, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? D'où vient ce truc 4.0? S'il y a des gens qui sont dans l'industrie, ici, ils ont la réponse. Le 4.0, il vient de l'industrie. Il vient des objets connectés et il vient du big data utilisé dans l'industrie pour améliorer les processus industriels. En quoi ça peut concerner le e-learning? Dès que vous tapez sur Google, dès que vous tapez sur un moteur de recherche, vous êtes tracé, on a la trace, l'historique de toutes vos connexions. Ben, si on arrivait à faire ça au niveau de la formation, moi, je récupère les données de telle personne. Je sais que tous les 2-3 jours, ils se connectent sur telle donnée, parfois sur des sites externes, parfois sur des applications internes. Il va à la recherche d'informations sur telle ou telle chose. Bon, au bout d'un moment, si j'arrive à tracer ça, je vais pouvoir lui proposer une formation adaptée à ce qu'il cherche en permanence. C'est ça. Le 4.0 nous vient de l'industrie. Il deviendra le e-learning 4.0. Et là où ça posera des problèmes, c'est que ça ne gêne aucun d'entre nous que Google sache exactement sur quoi on a cliqué, à quel moment, alors que le jour où les partenaires sociaux sauront que l'employeur sait exactement sur quoi le salarié a cliqué, à quel moment, et qu'à partir de là, on a décidé de lui proposer telle ou telle formation, je ne suis pas sûr que ça passe aussi facilement avec les partenaires sociaux. Donc avant que ce soit en place, ça, à mon avis, il y aura de vastes discussions culturello-juridico-politiques. Alors, quels outils? Des outils avant la formation, des outils pour construire ma formation, des outils pour la diffuser, et puis je voudrais qu'on n'oublie pas, et surtout avec les moyens digitaux qu'on a maintenant, les outils après la formation. Avant la formation, identifier et définir les besoins. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Le test, le bon vieux test. On l'a toujours fait, pardon, on a toujours essayé de le faire. Quand on était dans un organisme de formation, on disait au client, voire même le client l'avait fait spontanément avant, on a fait un test de façon à obtenir des groupes de niveau homogène. Bon, ça pouvait être un test papier. Maintenant, on sait faire des tas de choses. On sait faire des tas de choses sur le plan technique, on sait faire des tas de choses sur le plan graphique. Test ou quiz, bon, finalement, je les mets dans le même sac tous les deux.
Serious Game. Est-ce que je peux utiliser le Serious Game pour identifier les besoins? Ben moi, je pense que oui. Et finalement, le Serious Game, on va en parler maintenant, mais je peux l'utiliser à 3 étages, à 3 niveaux différents dans le processus de formation. Je peux utiliser un Serious Game un peu soft pour définir les besoins, identifier le niveau des personnes. Et je dis un peu soft, parce qu'il n'est pas question d'avoir des serious games où les gens vont se planter systématiquement. Personnellement, dans certains contextes, j'ai même refusé de faire des tests en amont à partir du moment où on me disait ils sont débutants. À quoi ça me sert de tester des débutants? Ils vont tous avoir moins de 10% de bonnes réponses. Ça va les démoraliser, ça va les montrer du doigt. Alors qu'on savait dès le départ qu'ils étaient débutants. Donc si je veux utiliser du serious game en amont, ok, soft. Ensuite, pour rester sur le serious game, je peux l'utiliser en cours de route, sous forme d'application. Vous avez appris un certain nombre de choses. En salle, en e-learning, en digital, etc. Voilà un cas concret. Comme je l'ai dit hier après-midi, le serious game, on l'a toujours fait en formation. Mais avant les anglais et la digitalisation, ça s'appelait cas concret ou jeu de rôle. Mais on l'a toujours fait. Maintenant, j'ai la possibilité de le faire sous forme digitale. D'accord? Et puis, je peux l'utiliser à la fin. Je vous ai dit tout à l'heure que l'université IOBSP, on a un cursus de 150 heures de formation qui est habilitant dans l'emploi. Et les IOBSP, pardon, je ne vous ai pas dit qui c'était, vous les connaissez, c'est les courtiers en crédit immobilier. Donc, quand ils ont fini leur cursus, c'est des gens qui sont censés pouvoir monter un dossier de crédit qui satisfasse le client que nous sommes, qui satisfasse l'établissement de crédit à qui ils vont aller proposer le dossier. Et bien moi, avant de les lâcher, serious game, montage de dossier complet avec toutes les pièces, depuis la pièce d'identité jusqu'au contrat de travail, jusqu'aux feuilles de paye, aux avis d'imposition et tout. C'est des serious games qui peuvent durer 3 heures, 3 heures et demie. Ce qui sera le cas dans la réalité quand ils seront en situation professionnelle. J'en fais 2, 3 comme ça. Plus un test que nous impose la réglementation, 100 questions, 70% de bonnes réponses. Là, s'il a les 70% de bonnes réponses et s'il réussit au serious game, c'est-à-dire s'il me présente des dossiers qui sont acceptables, moi je le valide dans l'emploi. Donc je peux aller jusque-là avec du serious game. D'accord? Mais à condition de le construire en fonction de l'endroit où j'en ai besoin. Quel outil pour quelle formation et pour quel besoin dans mon cycle de formation. Et puis celui dont on parlait tout à l'heure, le data mining. Là, je trace le comportement de mon personnel, de mes collaborateurs, des futurs apprenants au clavier. Et je dis, attends, tiens, celui-là, il est en permanence en train de chercher de la formation, de l'information sur tel thème. Donc manifestement, il a besoin de quelque chose. Tout ça, ça suppose quand même une chose. Qu'en amont, j'ai des compétences métiers qui soient parfaitement définies. Et même que le cas échéant, j'ai de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Je ne peux pas monter une formation comme ça ex nihilo si je ne sais pas quelles compétences métiers sont nécessaires au quotidien derrière à la personne que je me propose de former. D'accord ? Là, on est plus sur le boulot de la DRH que du service formation, voire même de la DG. Là. Connaissance du programme, implication de la hiérarchie de proximité. Et puis, dès qu'on va toucher au digital, vendre le changement. Si vous mettez en place le e-learning dans une organisation, vous créez 3 zones de conflit, 3 zones de résistance. Première zone de résistance, les managers de proximité. À la limite, quand ils ont reçu un mail ou une note de service, à partir de mardi prochain, Tartampion est en formation pour 2 jours, c'est signé du DRH, il peut difficilement faire autrement.
si son collaborateur a sur son agenda de la semaine un certain nombre de plages de formation, il est toujours sur le poste de travail, il est toujours sur le lieu de travail. La tentation va être extrêmement grande de dire, écoute, ça tu le feras plus tard, il y a du boulot, il y a ça qui est en retard, on a ça à finir, machin, etc. Allez, amène-toi. Donc il faut absolument qu'ils acceptent, les managers de proximité, que le e-learning est une séquence de formation qui est indispensable à la performance de leurs collaborateurs. Les stagiaires, les apprenants, le e-learning, 2 jours de formation, c'est 2 jours avec les potes. Pour peu qu'on soit en résidentiel, le soir, on va aller s'amuser un peu. Et là, on me dit, tu bouges même pas tes fesses de ton fauteuil. C'est frustrant. Et puis les derniers qu'il va falloir choyer, c'est qui? Ben, c'est les formateurs. Si vous avez un corps de formateurs internes à qui vous dites tout d'un coup, il y en a une partie qui passe en e-learning, c'est en train de leur tuer leur boulot. Ils vont mal le vivre. D'accord? Donc moi, quand encore ce matin, dans un groupe industriel, on a des formations, on est dans l'industrie pétrolière en plus, on a des formations en présentiel, il faut qu'on en passe une partie en e-learning. OK? Montrez-moi le programme de ce que vous voudriez en partie transformer. Montrez-moi le PowerPoint et je veux une journée de travail avec les formateurs actuels. Il faut qu'ils s'emparent du truc. Et si une partie du présentiel disparaît, parce qu'il sera remplacé par du e-learning, ça veut dire quoi? Ben, ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'eux augmentent la valeur ajoutée de ce qu'ils vont faire quand même en présentiel. Et si je leur dis, je vais augmenter, je ne vous pique pas votre boulot, je vais augmenter votre valeur ajoutée, ça y est, ils rentrent dans le système, ils sont partants. Ça va même, allez tiens, finalement, ouais, débarrasse-nous de ça, fais-le en e-learning, parce que ça, finalement, au paperboard, c'est un peu chiant. Ouais, puis garde, laisse-nous la valeur ajoutée. Ben oui. OK, donc, vendre la formation. Et même, vous comprenez que je suis même remonté plus loin. Vendre l'irruption de la formation digitale dans l'organisation. Pédagogie et nouvelles technologies. E-learning, serious game, MOOC, social learning, etc., etc. Et la pédagogie dans tout ça. J'avais dans l'assistance d'hier après-midi un étudiant qui est venu me voir après. Il est en train de rédiger un mémoire. Les nouvelles technologies ont-elles tué la pédagogie ou la pédagogie a-t-elle sa place dans les nouvelles technologies? Ça ne sont que des outils. Ça ne sont que des techniques. Derrière, c'est tous les fondamentaux de la pédagogie qui sont toujours là. Donc je raisonne d'abord en pédagogue. Je dis voilà, il faut qu'on apprenne ceci, on apprenne cela, qu'on l'apprenne selon tel schéma pédagogique. Et puis maintenant, quels outils? Alors, est-ce que je leur fais un e-learning? Est-ce que je leur fais un serious game? Est-ce que je leur fais du social, etc., etc. Chacun des outils ayant ses propres contraintes. Hein. Construire une formation efficace, c'est plaisir. Même sur du réglementaire, on peut utiliser des techniques ici qui font qu'on arrive, même sur du rébarbatif, du réglementaire, on arrive à faire quelque chose qui soit plaisant à l'écran. Okay? Et où les gens vont avancer. Parce que, par exemple, au lieu de démarrer avec le décret machin, on aura démarré par une petite mise en situation. Diffuser la formation, présentielle ou digitale, ou blended. Si je prends le digital, PC, tablette, smartphone, quand on a commencé nos modules à nous, je voulais justement, bon, c'est donc il y a 15 ans en arrière, les smartphones n'existaient pas, les tablettes n'existaient pas, je voulais absolument qu'on ait une formation plaisir à l'écran. Donc j'ai un certain nombre de graphistes, j'ai 7 infographistes qui sont tous des créatifs. Si certains connaissent le monde des graphistes, les graphistes se divisent entre eux en 2 castes. Il y a les créatifs et il y a les exécutants. Les créatifs, c'est des gens à qui vous donnez un texte et ils vous en font quelque chose d'imagé. Et tous mes graphistes sont des créas. Donc j'ai, en termes de motion design, des choses qui sont extrêmement riches à l'écran. Qui sont même tellement riches à l'écran qu'on va dans certains cas avoir du mal à les faire passer sur tablette.
sauf sur les tablettes de toute dernière génération, et qu'on va avoir beaucoup de mal à faire passer sur les smartphones. Donc déjà, dès la construction, il va falloir se poser la question, finalement, sur quoi c'est appelé à tourner. J'en viendrai presque à me poser la question, formation ou information? Support de formation ou temps de formation? Question à se poser lors de la conception en amont. J'ai participé il y a 2 ans aux journées du e-learning à l'université de Lyon, l'université Lyon 2 Lumière. Donc là, on était dans un monde universitaire, mais il y a un débat qui m'avait absolument passionné, parce que le sujet du débat, c'était sur le mobile learning, le M-learning. Est-ce qu'on peut apprendre sur tablette? Est-ce qu'on peut apprendre sur mobile? Et ce qu'il est ressorti des débats, eh ben, c'était qu'il faudrait peut-être faire la distinction entre une formation à utiliser sur un poste suffisamment puissant pour avoir un motion design qui donne une formation plaisante, et l'information que je pourrais par exemple récupérer sur un smartphone, sur une tablette. Et je vais donner un exemple. Je forme quelqu'un à un des fondamentaux de son métier. Il se forme sur le poste de travail, avec des tests, avec du tracking. À la fin, je sais son score, je sais le temps passé, je sais qu'il est formé. Mais cette personne-là, c'est un commercial qui est sur le terrain. Est-ce que ce ne serait pas intelligent de lui donner accessible depuis une tablette tout ou partie du module e-learning, non pas sous forme de module de formation, mais sous forme de base de données d'information? Il est dans la salle d'attente, il a rendez-vous avec son client dans 10 minutes. Ses produits, normalement, il les connaît. Mais il se méfie que le client ne l'emmène pas sur l'environnement un peu réglementaire, un peu économique des produits. Allez, je repars, m'informer, réviser un petit peu sur un certain nombre de fondamentaux de l'environnement de mon métier. Ça, je le fais sur une tablette. Je ne suis pas dans une séquence de formation, je n'ai même pas besoin de le tracer. Donc, est-ce que je n'aurais pas intérêt à me dire, j'ai une formation à construire, de combien de temps il dispose, sur quel support, et qu'à partir de là, je vais construire cette petite séquence de formation d'une certaine façon. Quitte à la construire d'une autre façon, lorsque je sais qu'ils ont 30 minutes, 35 minutes devant eux et qu'ils sont soit sur un PC, soit sur une tablette genre Surface de Windows, des tablettes de toute dernière génération, où je sais que je peux avoir du motion design extrêmement riche, parce que la tablette va le supporter. Et bien, après la formation, le e-training, le rapid learning. Après la formation, ok, la formation est finie. Si on a bien fait les choses, on a fait des cas concrets, des tests présentiels à l'écran, digital, etc. Mais on a un peu scoré les gens, on sait que les acquis ont été enregistrés. 15 jours après, sur le smartphone, juste un petit quiz. Juste une toute petite mise en situation. Un écran, 2 écrans, à la taille d'un smartphone. Et puis un comme ça tous les 15 jours. Rapid Learning. Le Rapid Learning n'est pas un module e-learning fait à la va-vite par le prestataire. C'est un module e-learning qui est assimilable rapidement par l'apprenant. D'accord? Mais ça doit quand même être construit comme un module de formation. Et je vais m'en servir quand, ça? Eh bien, dès que j'ai quelque chose qui change au niveau d'une procédure, et je regarde quelqu'un dans la salle, dès que j'ai quelque chose qui change au niveau des caractéristiques d'un produit, dès que j'ai quelque chose qui change au niveau d'un aspect réglementaire, etc., etc. Je n'ai pas besoin de faire un module d'e-learning, je n'ai pas besoin de faire une journée de formation. Je m'adresse à des gens qui ont suivi la formation, qui savent, mais il y a un truc qui vient de changer. La note de service, je ne suis pas sûr qu'ils la lisent. Le mail qui leur dit il y a ça qui a changé, je ne suis pas sûr qu'ils le lisent. Le petit rapid learning, où je vais quand même les scorer et puis vérifier avec un exo à la fin que ça a été assimilé. Donc vous voyez qu'on a toute une palette d'outils. Et j'étais lundi soir, je repense au Big Data,
J'étais lundi soir à la, je ne sais plus combien, 16e nuit de l'entreprise numérique. Et il y avait, dans les trophées qui ont été remis ce soir-là, il y avait des trophées sur les objets connectés, sur le big data, sur le data mining, etc. C'est dans l'air du temps. Ça arrivera un jour ou l'autre, mais ça arrivera très lentement. Parce que vous savez de quoi on manque? D'analystes. Les données, on les a. Il y en a des capacités de stockage phénoménales qui sont pleines des données collectées par tout un chacun, par n'importe quelle application. On n'a pas les analystes pour les exploiter. Mais le jour où on aura formé, où on aura des formations de data analystes, là, on pourra commencer à faire du data mining et à aller vers le e-learning 4.0.